Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ève Paget, joueuse emblématique de Basketland et de l'équipe de France. Installée à Mont-de-Marsan, au sein de l'équipe emblématique des Landes, Marie-Ève a toujours eu envie de se dépasser, d'être la meilleure version d'elle-même sur le terrain et en dehors. Une philosophie qui l'a menée vers l'équipe de France et les plus belles finales de son sport. Dans cet épisode, elle me raconte son parcours, sa passion, son envie de toujours être à son meilleur niveau, sa préparation mentale, l'ambiance incroyable du club et ses rêves de jeu. On parle aussi de la finale de la Coupe de France qui a eu lieu entre l'enregistrement et la diffusion. Alors pour ne pas vous spoiler, je donne le résultat à la fin de l'épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Salut Marie-Ève. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Pompon. Avec plaisir, merci à toi d'avoir pensé à moi. Ouais, très content d'être là. On enregistre en plus dans la salle. On entendra peut-être quelques ballons derrière, donc c'est parfait, on est vraiment dans l'ambiance. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh ben oui, alors je m'appelle Marie-Ève Paget, j'ai 28 ans. Je suis joueuse de basket professionnelle en 5-5 à Basketland, donc dans le Sud-Ouest, à Mont-de-Marsan, vous devez certainement tous connaître. Et je suis aussi membre de l'équipe de France 3-3. Ouais. Je suis originaire d'Annecy, voilà. Yes. D'où le numéro, mais on y reviendra tout à l'heure. J'ai déjà spoilé clairement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je pense que j'ai eu une phase où je voulais être vétérinaire, comme tous les enfants, j'ai l'impression. Ouais. Mais après, rapidement, j'ai voulu être prof de PS. Ouais. Et je suis prof de PS aussi, accessoirement, en dispo, mais prof de PS. Donc non, c'est ça que je voulais faire, je crois, à la base. J'ai très vite compris que je voulais aussi un métier dans le sport, par contre. Ok. Voilà. Parce que tu as été sportive assez rapidement ? J'ai toujours fait du sport. Mon père est très sportif. Ma mère aime bien ça aussi. Du coup, toute petite, j'étais débordante d'énergie. Donc, il fallait me sortir. J'étais tout le temps dehors. Voilà, il fallait canaliser tout ça, exactement. Et donc, ouais, très, très sport tout de suite. Et les sensations que ça me procure, évidemment, ça s'est développé plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu, quoi. Ouais. Et justement, tu te souviens de la première fois où tu as touché un ballon de basket, où tu as commencé à découvrir ce sport-là, pour le coup ? Parce que j'imagine que quand on est petit, on en teste plusieurs, et tu as dû en tester plusieurs. Ou direct le basket. Non, même pas. Okay. En fait, mes parents cherchaient un sport qui pourrait vraiment canaliser, pour le coup. Et un sport patron de la maison, un sport co pour apprendre à vivre avec les autres. Ouais. Et c'est tombé sur le basket en fait. Mon père était pongiste, donc rien à voir, à un petit niveau bien sûr, mais pongiste. Et ma mère, elle n'a pas eu la chance de faire du sport. Mais elle a toujours aimé le basket quand elle était au collège, tout ça. Elle m'a toujours dit, ouais, moi j'ai toujours aimé le basket. Okay. Bon, bref, en tout cas, c'est tombé sur le basket. Et donc j'ai commencé en baby, j'avais 5 ans et demi, enfin, tu vois, au tout début. Par contre, j'ai aucun souvenir de ma première année baby. Les premiers souvenirs que je commence à avoir, c'est l'année d'après. Ouais. Mais voilà. Donc, non, j'ai pas de souvenirs de ma première année. Voilà, j'ai pas d'anecdote de mon premier entraînement, tout ça. Ouais. Je sais que mon petit frère, lui, donc il a 5 ans de moins que moi, on l'a mis au basket au début. Ouais. Lui, par contre, il a chialé dans tout l'entraînement, il voulait pas jouer, il avait pas de ballon. Donc moi, j'ai le souvenir alors certainement raconté d'ailleurs, parce que à 5 ans, je pense que j'avais 10 ans. Je me rappelais plus forcément de ce qui. Mais bon, voilà, c'est la petite anecdote pour mon frère. Mais... Pour ton frère, ça l'a pas fait quoi. Pour toi, c'était bon. Pour lui, ouais, moi, ça a matché, mon frère, beaucoup moins. Okay. Et à partir de quel moment, parce que j'imagine que donc tu as continué, à partir de quel moment tu te dis en fait je vais peut-être en faire mon métier, parce qu'il y a un switch entre tu vas faire du sport, vivre de sa passion, enfin il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Alors tu l'as dit, tu es devenu prof de PS, enfin tu es diplômé, est-ce que ça s'est fait après, ou est-ce que déjà genre ado tu te dis ok en fait moi je vois que c'est possible d'être sur un terrain de basket et d'en vivre, je vais faire ça. Alors en fait déjà, donc, comme je ne suis pas issue d'une famille de sportifs, c'est vrai que j'ai jamais été baignée dans ça quand j'étais petite. C'est-à-dire que en fait, je jouais au basket pour
Très tôt, en fait, j'ai l'impression que je suis animée par la compétition, mais déjà toute petite, quand je fais un truc, j'ai envie de réussir, j'ai besoin de réussir. C'est comme ça, ça a été comme ça quand j'ai appris à faire du vélo, de la corde à sauter. Je pleurais quand j'y arrivais pas, quoi, tout simplement. Et c'était vraiment, j'essayais jusqu'à ce que j'y arrive, quoi. Donc j'ai toujours eu ce besoin de me dépasser et d'être la meilleure version de moi-même. Donc c'est avant tout pour ça que je jouais, mais je me suis jamais dit, quand j'étais plus jeune, je peux être pro, parce qu'en fait, je n'avais pas conscience que ça existait, tout simplement. Et après, j'ai intégré j'ai fait un peu le cursus basique au niveau. J'ai fait les sélections départementales, régionales. J'ai pas été prise au pôle espoir la première année, ce qui m'arrangeait d'ailleurs parce que j'avais peur de partir de chez moi. Ouais. Par contre, ils m'ont pris la deuxième année et là, j'étais prête. Il y avait un déclic dans l'année où c'était mon objectif. Je travaillais pour ça au basket pour rentrer au pôle espoir l'année d'après, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, au pôle, l'année du pôle, j'ai eu un entretien avec donc un de mes coachs. Et en fait, c'est là où j'ai eu un déclic en me disant, c'est ça que je veux faire. En fait, ce déclic, il a été plus en mode, en fait, tu as des capacités. Et si tu continues à travailler, à te développer dans la lignée de ce que tu peux faire, là, tu pourras peut-être prétendre à être joueuse de haut niveau et joueuse professionnelle. Okay. Et en fait, j'ai toujours... Donc en fait, je me disais pas, je veux être basketteuse professionnelle, c'était... Comment dire ? Enfin, l'argent, la notion de professionnel, l'argent, c'était pas ce qui m'animait, en fait. Moi, je voulais jouer au plus haut niveau. Je voulais jouer au plus haut niveau, donc en ligue féminine, etc. Et donc, en fait, j'ai orienté tous mes entraînements et mon travail pour être la meilleure version de moi-même et monter jusqu'à ce fameux haut niveau première division, qui signifie être professionnel. Mais il y avait pas ce truc je veux gagner ma vie en faisant du basket. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je veux juste jouer au basket parce que j'aime ça et que c'est ce qui m'anime, et je veux être la meilleure version de moi-même. Donc l'année d'après, je me fixais des objectifs, surtout forcément du long terme, c'était le jouer en ligue, mais c'était du court terme. Là je suis ici, là il y a les équipes de France jeunes à la fin de l'année. C'était étape par étape, à chaque fois tu disais ça, c'est la marche que je dois franchir. Étape par étape, voilà, exactement. Donc je suis pas allée à l'INSEP moi après le pôle espoir. Je suis allée au centre de formation de Challes-les-Eaux, donc c'est en Savoie, pas très loin de chez moi. Et c'est là où j'ai fait mes années cadettes, mes années espoirs, et le club a coulé à la fin de mes dernières années. Alors c'était dommage parce qu'on avait vraiment un projet, l'équipe professionnelle était top 4. Nous, on était championne de France espoir, on montait en N1. Enfin les cadettes, on avait perdu en Coupe de France à Bercy justement, mais on était allé loin. Et du coup, le projet pour moi, c'était d'intégrer l'équipe professionnelle en tant que jeune, mais avoir ce cursus. Je m'entraînais déjà avec elle, mais passer un peu plus à une étape supérieure. Sauf que le club a coulé. Du coup, déjà, c'était la panique parce qu'on l'a su super tard. Et du coup, j'ai atterri à Nice, en Ligue 2. Où c'est là, en fait, où j'ai eu mes premières rémunérations au final. Je suis partie avec mon coach. Alors, mon coach avait signé aussi là-bas. Du coup, ça a aussi penché dans la balance dans les choix que je pouvais avoir. J'imagine, Donc, j'ai fait Ligue 2. Je suis montée en Ligue féminine avec Nice. Je suis redescendue en Ligue 2. Et à partir de là, donc j'avais 20 ans, je suis partie à Angers. Et depuis, j'ai joué qu'en Ligue féminine. Mais du coup, en fait, depuis mes 18 ans, je gagne des sous pour jouer au basket. Donc, c'est à partir de là, j'estime être professionnelle. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'anime, c'est être la meilleure version de moi-même et jouer toujours plus haut. Voilà. J'ai voulu jouer l'Euroleague. Maintenant, je veux, avec les équipes de France, j'ai des objectifs de haut niveau. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de préparation mentale, je trouve, dans tout ça. Enfin, tu sais, se dire, tu l'as dit plusieurs fois, être la meilleure version de soi-même. Ça t'est venu comment ? J'ai toujours été comme ça. Mais même dans ma vie privée, quoi, les erreurs que je peux faire, je veux pas refaire les mêmes erreurs et je veux être la meilleure version de moi-même. Alors, c'est pas être parfaite parce que je suis consciente qu'on ne l'est pas, mais je veux juste en fait être la meilleure version de moi-même pour moi me sentir bien en fait. Je fais ça évidemment pour les autres parce que je suis très quelqu'un d'altruiste et ça fait partie de mes éducations, de mes valeurs. C'est quelque chose qui me quittera jamais, malheureusement. Enfin malheureusement. Heureusement. C'est bien, mais des fois ça peut être... ça peut être au final. Tu peux être hyper focus là-dessus et donc. Avoir tendance moi à m'oublier. Mais au final, c'est. En fait, je changerai pas qui je suis parce que au final, j'ai aussi développé ce qui fait que c'est ma caractéristique. Tu sais, quand tu me recrutes, tu sais pourquoi tu m'as recruté. Donc il faudra pas. Enfin voilà, il faut. C'est aussi c'est des choses aussi qui sont recherchées, des joueuses d'équipe, des choses comme ça. Donc en fait. La carrière que je fais aujourd'hui, elle me satisfait amplement et j'en veux toujours plus évidemment, mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi grâce à ces traits de qualité là et donc à chaque fois j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit mais t'es trop gentil, ma mère elle m'a souvent dit des fois ta bonté te perdra, tout ça, mais en fait je vais pas m'excuser d'être gentille et de vouloir être une bonne personne en fait. Donc oui, je pense que ça va. voilà, donc
C'est toujours quelque chose qui m'a animé. Alors pourquoi on en est venu là? Je me suis parce que je te demandais justement, au final, d'où ça t'est venu je parlais de préparation mentale, oui. mais est-ce que tu l'entretiens là aussi? Parce que tu vois, on peut pas forcément savoir d'où ça vient, mais c'est quelque chose qu'on peut entretenir. Ouais, non, carrément. Alors ça, c'est tout ce qui est partie innée, ça c'est moi et moi-même. Ouais. Mais par contre, oui, je travaille avec des préparateurs mentaux. Du coup, j'en travaille depuis Nice en fait, depuis que j'ai 18 ans. Okay. Donc lui, il m'a appris vraiment beaucoup de choses, tu vois, du style... des techniques pour contrôler un peu plus ses émotions, tu vois, de la respiration, la fixation d'objectifs, même si c'est des choses que... En fait, j'ai toujours été ouvert à ce genre de choses. Déjà, on avait une psychologue des fois au pôle. Okay. Et c'est vrai que, contrairement à certaines personnes qui avaient vraiment la réticence d'aller la voir, moi, je prenais ça comme une ressource supplémentaire pour être encore une meilleure version de moi-même et me mettre du plomb dans la tête et passer des caps. Et aussi, je travaille avec un préparateur mental plus spécifique basket, donc depuis 3 ans, 4 ans maintenant, qui est aussi un ami à moi à la base. Okay. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir cette relation de confiance dans tous les cas. Carrément. Et c'est vrai que pour moi c'est hyper important parce que aujourd'hui en fait on est toutes des joueuses de haut niveau, on sait toutes tout faire, évidemment chacune a ses spécificités, mais aujourd'hui ce qui peut faire la différence c'est des fois l'aspect juste mental en fait, et pour moi c'est très important, mais je sais pour en discuter avec d'autres joueuses, il y en a, elles se voient pas faire cette démarche-là, ou pour elles c'est pas aussi important, mais en tout cas pour moi ça l'est. Ok. Et alors tu parlais justement de chaque joueuse est différente. C'est quoi toi ta particularité au-delà d'être gentil, mais j'imagine que ça sur le terrain c'est pas le. Non, peut-être pas ce qu'ils recherchaient sur le terrain. Non, moi ma caractéristique, je pense que, et ça je le sais parce que voilà, mais c'est surtout aussi quand tu fais des retours avec les gens, comment ils te caractérisent, comment ils te décrivent. On a des fois on a des exercices comme ça. Et ce qui revient souvent, c'est alors quelqu'un de bienveillant, ça c'est sûr, mais surtout quelqu'un qui n'abandonne jamais et qui se donnera toujours à 150% quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe sur le terrain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise. Je sais pas jouer à 70%. C'est soit je joue à 150%, soit je joue pas. C'est pas Franchement, mal. quand on cool. joue à demi, moi ça m'énerve en fait. Ça m'énerve et je comprends pas comment on peut pas être à fond. Ouais. Mais voilà, donc alors évidemment, avec le temps, j'ai aussi appris à me canaliser, à être 100% à fond dans des choses utiles, parce que des fois tu es à 100% sur un truc qui est inutile et tu gaspilles de l'énergie. Non, j'ai 10 ans de plus que quand j'ai commencé à être professionnelle, donc forcément je me suis assagie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise et voilà, je pense que je suis un soldat et on peut partir à la guerre aisément avec moi. On sait que normalement je devrais pas lâcher personne, quoi. Ok. Et alors la première fois est-ce que tu as réalisé à un moment donné que tu devenais pro? Est-ce que tu as vraiment mis des mots là-dessus, ou en fait c'était le chemin naturel de la continuité du fait de jouer au basket et comme tu le disais d'être la meilleure version de toi-même? Est-ce qu'il y a un moment tu fais ah putain j'ai réussi à faire ça, quoi? Oui, il y a un moment donné, en fait c'est toujours la même chose, c'est les autres qui te font prendre conscience du statut que tu as. Moi j'ai toujours été dans cette dynamique, en fait je gravissais les échelons les unes après les autres, mais j'avais pas la sensation de me dire quand j'avais mon premier contrat, j'ai pas dit ça y est je suis pro, quoi. Parce que moi ce qui m'anime c'est jouer en Euroleague, c'est perdurer dans cette division. Enfin voilà, je me suis construite au fur et à mesure des objectifs et en fonction aussi de mon évolution. Mais oui, à un moment donné, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, dans le milieu du basket, je pense qu'on référence des noms. Je fais partie de ces gens-là, vu que j'ai surtout l'étiquette aussi équipe de France. Et c'est surtout ça en fait qui m'a fait passer ce cap-là. Et mais voilà, après oui, tu t'en rends compte parce que quand tu parles avec des jeunes filles, elles te regardent avec des étoiles dans les yeux, alors que je suis pas une rockstar, quoi, je suis pas Beyoncé, donc tu vois. Mais c'est vrai que oui, tu prends conscience et surtout en fait quand tu te rappelles toutes les étapes que tu as passées et aussi tout ce qu'on t'a dit, parce que c'est vrai qu'au Pôle Espoir ils nous disent voilà, dans notre génération, dans votre génération, regardez-vous, on était à peu près 94. Il dit de votre génération, il y aura peut-être au mieux une joueuse qui finira pro. Mais c'est tout. Ah ouais, ok. Au sein des pôles, donc voilà, il y a beaucoup de pôles, donc peut-être une ou pas. Et voilà, tu regardes nos générations en équipe de France, on est une douzaine, de notre génération à être pro aujourd'hui, alors que quand tu commences les sélections départementales, t'es plein. Et c'est là que tu te rends compte quand même de la valeur que tu peux avoir, dans le sens où toi, t'as réussi à aller jusque-là. Et c'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est c'est quand on te force en fait à faire une rétrospective de derrière toi, par exemple des préparateurs mentaux, ils te disent toujours pose-toi 2 secondes et prends-toi compte de ta valeur, tu vois, parce que toi tu pointes juste le panier que t'as loupé, la mauvaise passe que t'as fait, le match que t'as foiré, et en fait des fois ils te font prendre de la hauteur et du recul et de te rendre compte quand même que si t'es là et que t'as été nul sur un match ou que t'as loupé un panier ou une passe, n'empêche que ça change pas la valeur de ce que tu es et qui tu es en fait. C'est pas parce que tu as fait une mauvaise passe que tu sais plus faire 2 passes, c'est pas vrai. Donc en fait tu t'en rends compte
sur ces moments-là. Et c'est surtout en fait les autres, moi personnellement, c'est surtout les autres qui me font rendre compte de tout ça. Parce que moi, ça change pas ma vie. Moi, je fais juste du basket et j'aime ça. Et je pense pas avoir changé qui je suis depuis que je suis toute petite en fait. Et pour moi, c'est important. C'est pas parce que je suis basketteuse professionnelle que je dois avoir des droits ou des des avantages, voilà, des choses. Voilà, pour moi, je dois toujours faire preuve de respect, de loyauté, et c'est pas parce que je suis pro que tout ça doit s'arrêter. Ouais, carrément. Tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure. Tu te souviens du moment où tu as été sélectionnée en équipe de France? Parce que là aussi, c'était, j'imagine, une ça, belle étape. Je m'en souviens. Ouais. Ah ouais, ça, je m'en souviens parce que. Alors en fait, j'ai fait aussi les équipes de France jeunes U15, mais je me suis fait couper juste avant. Donc j'ai pas fait le tournoi. Donc j'étais dans le groupe, mais je me suis fait couper juste avant. Donc ça a été un moment dur. Hein. C'est des petits échecs qui forment. Et l'année d'après, en U16, donc j'ai été sélectionnée. Et alors ça, c'était marrant parce qu'on a eu une prépa vraiment compliquée. On a eu 2 mois de préparation. Et en fait, on avait un coach qui était Jérôme Fournier, que je salue. C'était un coach qui était quand même assez axé sur le côté psychologique. Il nous faisait faire des exercices de style. Quand tu as 15 ans et demi, 16 ans, c'est super dur. Par exemple, je me rappelle, premier entretien, tu es face à une caméra toute seule, tu as une série de questions. Tu dois répondre aux questions devant la caméra. Et après, il nous met dans un amphithéâtre avec tout le staff et nous, et on regarde la vidéo ensemble. Et tu vois, il te demande d'interagir, de commenter, de faire des remarques. Et en fait, clairement, il t'analyse aussi. Et ça, quand même, c'est un exercice de style super dur. Apprendre à t'exprimer devant les gens, apprendre à dire quelles sont tes qualités et tes défauts. Tu vois, pour des jeunes filles, c'est pas simple. Déjà, de manière. Puis se voir, c'est ça aussi quand même, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Bon, bref, tout ça pour dire que les 2 semaines les pires, c'est les 2 premières semaines, on était à Bourges et on avait, on s'entraînait 4 heures par jour, de 3 à 4 heures. On arrivait 1 heure avant pour apprendre les systèmes à 50-0. Après, on avait 3 ans d'entraînement. Et en fait, on faisait 3 d'entraînement de 3 heures. On finissait par une énorme PMA, donc du physique. Et après, on avait une demi-journée de repos. Et en fait, donc, cette semaine-là, moi, j'ai perdu 5 kilos. Tellement c'était intense. Psychologiquement, moi, j'étais pas la star de ma génération. J'étais pas à l'INSEP. Je connaissais encore pas grand monde. Donc, d'un point de vue psychologique, j'étais dans un environnement pas confort pour moi. Et en fait, j'étais sous pression tout le temps parce que je voulais être dans l'équipe. Donc je me suis dit, pour moi dans ma tête, je me suis dit il faut que je sois irréprochable. Parce que si je suis pas irréprochable et que y a un truc qui plaît pas au coach, il va me virer parce que de toute façon il a ce qu'il faut sous la main. Et donc je me suis mis cette pression-là et donc, énorme, pendant 2 mois, j'avais cette pression-là, cette pression de faire tout bien, d'être performante, d'être une bonne coéquipière, d'être une bonne meneuse. Tout parfait, quoi, le plus possible. Et en fait, parce qu'aussi alors j'étais jeune, donc je subissais tout. Et en fait, donc, le jour où il a annoncé les 12, mais ça a été la libération pour moi. Et je me suis dit, t'as pas galéré pendant 1 mois et demi à être Madame Parfaite pour rien. Et je me rappelle que je suis sortie, j'ai appelé ma mère et je me suis effondrée. Et je pleurais du coup de joie et de soulagement parce que j'ai les larmes aux yeux rien que d'y repenser parce que c'était dur en fait. C'était super dur. Et donc, mais voilà, encore une fois, cette campagne-là, on revient avec une médaille en plus de bronze. Bon, j'ai pas beaucoup joué. Je crois que j'apparais un peu sur la moitié des matchs. Mais en fait, tellement contente d'être dans l'équipe que ça comptait pas en fait. Mais j'ai tellement appris. En fait, j'ai beaucoup appris quoi. Voilà. Mais j'imagine. Puis porter le maillot. Puis porter le maillot de l'équipe de France, entendre la Marseillaise. Puis je faisais partie de l'équipe de France quoi. Donc c'était incroyable. Non, des souvenirs de fou. C'est énorme. Et justement des souvenirs aussi. J'ai envie d'en parler de la compétition, des médailles que tu as pu ramener. Est-ce que alors il y en a plusieurs parce que bon déjà tu avais gagné en championnat universitaire plusieurs médailles. T'étais une. Oui, enfin championnat de France. Et oui, c'est vrai. Oui, tu as été championne du monde en 3-3, universitaire en 2014. Propre. C'était super cool. En fait, tu te dis, je suis championne du monde. Mais c'est vrai qu'aux yeux des gens, entre guillemets, ce titre-là, il est universitaire. Mais c'est vrai que moi, j'ai passé un excellent moment. Le 3-3, j'ai adoré. On était au Brésil, on était entre potes. Puis je trouvais que je ressentais moins cette pression. En fait, je pensais... Comme c'était universitaire, je ressentais moins la pression fédérale. Mais en fait, maintenant, avec du recul, c'est le 3-3 où il y a, entre guillemets, moins de
L'ambiance fait que tu ressens moins la pression parce qu'elle est là, la pression, au même titre que 5-5. Mais la chose commence à organiser. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est parce que voilà, il y a de la musique, les filles et les garçons sont mélangés, ce qui fait qu'en fait c'est différent d'habitude de ce que tu peux connaître et du coup la pression elle est entre guillemets plus dispersée. Tu la ressens moins alors parce que quand t'es en 3-3 ou en 5-5 t'es là pour performer dans tous les cas. Mais c'est différent. Ok, parce que oui effectivement t'as gagné plusieurs médailles. Je vais citer donc il y a 2 coupes d'Europe et 2 médailles de bronze en Coupe du Monde à ton palmarès. Oui. J'en prends plusieurs, je les mets pas du tout dans l'ordre, mais en 2018 et 2019 notamment. Est-ce que toi, il y a des médailles qui t'ont plus marqué que d'autres ? Il y en a une qui est plus belle que d'autres, peut-être, je sais pas. Il y a aussi celle de l'année dernière, championne de France 2022, et peut-être, j'espère, alors comme je te disais tout à l'heure en off, cet épisode sortira après la finale de la Coupe de France qui a lieu ce samedi, donc j'espère de tout cœur. Peut-être une autre médaille. Peut-être une autre médaille, mais j'espère qu'elle est la plus belle des couleurs. La plus belle des couleurs, exactement. Toi, ça te fait quoi d'avoir alors je te l'ai fait très rapidement dans le désordre, mais ce palmarès aussi. Est-ce qu'il y en a une qui a une saveur plus particulière qu'une autre ? L'année dernière, c'était fou quand même. Non, il y en a Alors, toutes les médailles ont une saveur particulière, mais il y en a qui sont plus belles que d'autres, évidemment. Par exemple, en U20, 5-5, tu l'as pas cité celle-là, mais c'est ma première médaille d'or en championnat d'Europe, avec l'équipe de France. En 2014. En équipe de France, donc en 2014. Donc ça, c'était... Et encore, on avait fait une médaille l'année d'avant, on était vice-championne du monde. Mais la médaille d'or, c'est quand même... t'es première dans la compétition, t'as gagné. Donc franchement, c'est tout ce que t'as pu vivre avant, entre guillemets, tous les moments durs, tu sais pourquoi ils sont récompensés et surtout, tu les oublies un peu. Donc celle-là, elle était... Comme c'était la première, c'était... c'était quelque chose. Après, je pense que le premier titre de championne d'Europe en 3-3, il est aussi... comment dire ? Il a une saveur particulière parce que c'est le premier. Et je me dis que c'est l'équipe de France senior. Donc là, c'est un step supplémentaire. Et en plus, le 3-3, je veux dire, la médaille, j'y ai participé... J'ai vraiment participé, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Évidemment, avant, je mettais toujours ma pierre à l'édifice, mais j'étais pas forcément la joueuse majeure, ou en tout cas... Tu passais peut-être moins de temps sur le terrain. Mon rôle était un peu moindre, et là, d'avoir cette sensation d'y avoir participé et d'avoir tout donné ce que tu pouvais, c'est encore plus... Puis on n'était que 4, donc c'est encore plus décuplé. Après, évidemment, le titre, la Coupe de France avec Basketland... alors, les 2 titres, parce que championne de France 2021... Ça a été, c'est mon premier titre en senior, championne de France. Donc pareil, saveur particulière et Dieu sait que c'est dur d'avoir un titre dans cette ligue féminine. Donc voilà, au moins je l'ai fait au moins une fois. Je suis super contente. La Coupe de France, c'était parce que le scénario était incroyable. Scénario. Est-ce que tu peux nous le raconter ? Parce que pour le coup, moi j'ai regardé, mais... En fait, on était... Donc déjà, le contexte de manière générale, on a déplacé toutes les Landes à Bercy. Donc les gens ont pris un train le matin. Ils sont rentrés dans le stade. Ils étaient déjà là quand nous on est rentrés, ou alors ils nous ont rejoints, je sais plus. Enfin, on était au vestiaire, on est revenus et ils étaient là. Mais quand on courait sur le terrain pour rentrer et faire notre échauffement, de voir ce mur bleu et blanc, rien que d'y repenser, moi j'ai des frissons parce que... Et franchement, t'es rentré dans l'arène, tu dis... Non, on peut pas faire un match de merde. Les gens doivent en avoir pour leur argent. Pour le déplacement et tout. Non, on peut pas, en tout cas, faire un non-match. C'est pas possible. Il faut qu'on se batte. Et le match a été à la hauteur de toute espérance, quoi. Je veux dire, on fait double prolongation. Une fois, elles sont devant, on revient. Une fois, c'est nous, elles reviennent. Elles arrachent la dernière prolongation avec un 3 points d'Eliana Rupert qui met pas un panier limite de... J'exagère, qui n'est pas si à droite que ça et qui plante le panier qu'il faut. C'est là qu'on reconnaît aussi les grandes joueuses. Mais du coup, et donc tu te dis, tiens, ça va être la libération. Et en fait, non. Ça, c'était pour la première prolongue. Pour la deuxième, après, elles repartent devant. Et tu te dis, généralement, quand tu es un peu connaisseur, quand tu te fais distancer comme ça sur une deuxième prolongation, tu te dis, bon, c'est fini. Puis on revient. Et on finit par gagner. Et en fait, ça, c'est l'explosion de joie. Moi, je me rappelle, j'étais sur le terrain... Je suis sortie à 5 fautes à 1 minute 10 de la fin de la deuxième prolongation. Déjà, j'avais duré longtemps à 4 fautes. C'est exceptionnel pour moi parce que c'était encore une saison où je me faisais bien attraper par la patrouille. Donc, durer les 2 limites prolongations, c'était quand même incroyable. Mais en fait, quand tu es concerné, quand tu es sur le terrain, tu ressens pas cette pression. Par contre, quand je suis sortie du jeu, je suis devenue totalement spectatrice et je pouvais plus rien faire pour mon équipe, à part encourager. Ça a été la minute 10 la plus longue de ma vie. Donc quand je regardais les autres filles, que ça faisait 20 minutes qu'elles étaient sur le banc, je me disais, et les gens du public, ça devait être insoutenable. Et en fait, quand on gagne,
on exulte de joie parce que c'est la première fois que Basketland arrive à Bercy, on gagne. Moi, personnellement, c'est mon premier titre de Coupe de France, alors que j'en avais perdu 3 avant. Donc, je suis super contente. Et surtout, partager ça avec le public. Ouais. Mais c'était incroyable, incroyable. Franchement, c'était... En plus, il y avait Pau, les garçons qui étaient juste après nous. Donc, c'était le Sud-Ouest qui était en force, parce que du coup, il y avait les gens de Pau qui nous supportaient. Et nous, à l'inverse, le match d'après... Et en plus, ils ont fait le doublé. Enfin, tu vois, il y avait... Cette année, ça va être génial, mais ça sera jamais pareil qu'avant. Et donc, du coup, cette médaille d'or, elle a une saveur particulière. Deuxième titre pour Basketland en 2 ans. Tu te dis, mais c'est incroyable. Puis après, évidemment, là, le titre de championne du monde, c'est... t'es sur le toit du monde, quoi. Ouais. T'es championne du monde. Et tu rentres dans le cercle fermé des champions du monde. Pour le basket, c'est la première fois. Ouais. Après, les gens diront c'est du 3-3, mais bon, le 3-3 maintenant, c'est pas le 3-3 d'il y a quelques années où, entre guillemets, on n'était pas spécialisé, où il n'y avait pas les moyens. Aujourd'hui, tout le monde veut sa place. Hein. Donc, c'est compliqué d'aller gagner. Donc, il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas d'adversité. Quoi. Donc, non, en plus, c'est fou parce que je m'y attendais vraiment pas, en fait, à cette médaille. Parce qu'on était sur un renouveau. C'est-à-dire que moi, ça faisait 3 ans que j'avais l'habitude de jouer avec les mêmes filles. Et là, on était à la fin d'un cycle. Minia Touré partait vers le 5-5. Anna, elle avait pris sa retraite internationale. Ou en tout cas, elle n'avait pas été... Bon, bref, on s'en fout ça, mais... ça s'arrêtait, c'était la fin d'un cycle. Ouais. Et donc, on est dans une nouvelle équipe. Ouais. Et en plus, une nouvelle configuration. On va jouer à 4 petites. Ce qui était... surtout, jouer avec une fille plus petite que moi. Ça m'était jamais arrivé. Avec Hortense. Je lui fais un gros bisou. Et en fait, on gagne. Ouais. Donc, tous tes doutes, ils s'envolent. Tu te dis, ouais, t'as douté, mais regarde, t'es championne aujourd'hui. Ce que t'avais pas fait avec... ce que t'avais pas fait avant. Ouais. Et du coup, c'était incroyable, en fait. C'est un titre inattendu. Et non, c'était... Après, moi, je savais en plus que c'était ma seule compétition de l'année, de l'été en 3-3, parce que j'étais avec l'équipe de France 5-5 derrière. Et... donc le fait d'avoir cette médaille, c'était incroyable, quoi. Ouais, incroyable. C'est ouf. Et justement, tu peux juste nous expliquer pourquoi faire du 3-3 et du 5-5 et pas juste l'un des deux ? Et nous expliquer rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux. Alors, le 3-3, en fait, c'est une nouvelle discipline, une discipline récente qui a ses propres championnats du monde, etc. depuis 2012. Ouais. C'est devenu olympique en 2017, donc première Olympiade à Tokyo en 2020, où j'ai la chance de participer. On a fait une 4e médaille. Ça, c'était un des moments les plus douloureux de ma carrière. Ouais. Bref, et du coup, aujourd'hui, le 3-3 n'est pas professionnalisé. C'est-à-dire qu'à part les garçons qui ont vu le jour cette année une équipe professionnelle où ils font que ça, nous, les filles, on est toutes des joueuses de 5-5 qui se mettons à disposition du 3-3 l'été. Okay. Tout simplement parce qu'en fait, le championnat européen, enfin la FIBA, on a un championnat qui dure de mai à septembre. Donc on peut pas, justement pour qu'on s'organise et être... et ça, alors pourquoi il y a les garçons, eux, ça s'étend il y a des trucs de janvier jusqu'à novembre, parce qu'aujourd'hui c'est une question d'argent, un circuit économique qui est plus développé que nous, les investisseurs investissent plus, donc forcément ils peuvent être spécialistes et ils peuvent faire que ça. Nous, ce qui n'est pas encore le cas, ça le deviendra, je pense, dans le futur, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc moi, voilà, j'ai été appelée en équipe de France 3-3 parce que j'étais à l'époque, j'avais fait, alors donc je suis sortie de mes équipes de France jeunes et j'ai été en A', donc c'était l'équipe réserve du 5-5. Ouais. J'étais en A' jusqu'au jour en fait où le 3-3 étant devenu olympique, les moyens de la fédération accordés à cette équipe de France A' ont été mis sur le 3-3. Donc ce qui fait que le 3-3, donc il y avait déjà des joueuses qui étaient là avant, il y a des filles qui ont fait des médailles et tout avant nous, mais du coup en fait il y a eu un moment où il y a eu une revue d'effectifs, donc il y avait ces anciennes qui étaient les pionnières et nous, les nouvelles, on est arrivés et puis en fait du coup c'était un système de sélection. Donc en 2018 j'ai fait mon premier rassemblement en février avec l'équipe de France et j'ai été retenue pour l'été, donc à la base pour faire le championnat d'Europe et malheureusement donc c'était Lydia Turcinovic qui était elle dans l'équipe de la Coupe du Monde, elle s'est blessée. Donc moi ils m'ont remplacée, ils m'ont mis, donc j'ai fait la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe et les quelques tournois qu'il y avait l'été et c'est comme ça en fait que mon histoire avec le 3-3 a commencé. Okay. Et pourquoi l'année dernière j'ai fait les deux? Alors donc mon été après Tokyo, donc on fait une médaille de bronze à la Coupe d'Europe et il y avait la trêve de novembre. La trêve de novembre, en fait, il y a eu des blessés en 5-5 parce que les titulaires, donc Olivia Epoupa, Marine Fautoux et Alex Duchet étaient blessés.
Donc en fait, c'était un peu la panique en 5-5 entre guillemets. Il y avait un nouveau coach, donc Jean-Aimé Toupane, et donc ils ont fait appel en fait à d'autres meneuses de jeu, dont moi, avec Caro et Rio. On était les premières, on était les 2 seules meneuses sur ce rassemblement-là. Ouais. Et donc j'ai fait une fenêtre avec l'équipe de France 5-5. Okay. Parce qu'à base j'étais avec le 3-3, mais le 3-3, comme on avait juste un stage. Il n'y avait pas d'enjeu, parce que là on jouait les qualifs pour l'Euro qui va avoir lieu cet été. J'ai été sur cette fenêtre-là. Après en février, donc je suis retournée avec le 3-3. Et en fait, du coup, comme il y avait beaucoup d'incertitudes sur le poste 1, avec les blessures d'Alix, etc., Olivia qui était incertaine aussi, enfin bon bref, il y avait plein d'histoires, de blessures, plein d'incertitudes sur ce poste 1. Les coachs m'ont dit voilà, nous on compte sur toi pour cet été. Sauf que moi je leur avais déjà dit en amont que ma priorité c'était les jeux avec le 3-3, mais que du coup il fallait moi c'était soit on m'appelle parce qu'on a vraiment besoin de moi entre guillemets, soit je préfère m'investir avec le 3-3 parce que les jeux ça se prépare le plus longtemps possible. Ouais. Et en fait du coup donc les coachs de l'équipe de France 5-5 comptaient sur au moins ma préparation, hein. Ça voulait pas dire que j'étais dans l'équipe 5-5 évidemment, il fallait que je gagne ma place derrière, mais ils comptaient sur ma présence et ils avaient été satisfaits de ce que j'avais pu produire en novembre. Ouais. Et donc on a organisé avec les 2 entraîneurs donc nationaux, donc 3-3 et 5-5 mon été, c'est-à-dire que j'étais sur la préparation Coupe du Monde, évidemment il fallait que je gagne ma place pour être dans cette équipe, évidemment à chaque fois c'est pour le deal, c'est pas comme ça, hein, l'équipe de France n'appartient à personne. Ouais. Et après j'étais sur le 5-5 et en fait on m'a accordé du repos, ce qui ne m'avait pas été accordé depuis longtemps. Du coup en fait j'ai pu avoir mon moment 3-3, mes vacances entre guillemets en juillet, et être prête et pour le 5-5 pour le 5-5 en août. Donc évidemment les 2 histoires étaient super belles parce que avec le 3-3 on fait une médaille, et avec le 5-5 j'ai pu faire partie de l'équipe finale et aller en Australie et faire un autre championnat du monde dans l'été. Donc c'était incroyable, mais voilà, c'était organisé comme ça cet été, et il était certain que après je repartirais avec le 3-3. Il sera pas question cet été de faire les 2 parce qu'à un moment donné on prépare les jeux et que c'est une prépa de jeu, donc voilà, c'est moi j'ai suffisant. choisi le 3-3 et le staff 5-5 comprend tout à fait. Et de toute manière, il y a tellement de jeunes talents et de gens qui n'ont même pas plus besoin de moi à la mettre dans tous les cas. Donc voilà, c'est ça un peu l'histoire. Ouais. Ça marche. Et tu parlais de Tokyo, pardon, moi je vais en parler un petit peu quand même, parce que en fait j'ai parlé que des victoires, mais il y a aussi des défaites forcément qui changent. Comment ça se passe Tokyo? Donc effectivement tu dis terminer 4e. Voilà, comment tu te aussi remotives, reboostes après ça? Est-ce que tu dis ce sera la prochaine, mais c'est comme tous les 4 ans? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, notre préparation, pour moi maintenant, avec du recul, puisqu'à l'instant T, tu t'en rends pas forcément compte, on n'a pas été bonne dans les détails. C'est-à-dire qu'on a les détails qui font la différence. On a été trop laxiste sur certaines choses, ce qui fait qu'on n'était pas assez préparé comparé aux autres nations. On était, en fait, tant qu'on n'a pas vécu les Jeux Olympiques, et ça on peut en vouloir à personne parce qu'on était les premières. Que ce soit le staff ou nous, personne n'avait fait les jeux avant, donc on a été vraiment je pense on pouvait pas être prête sur ce qui allait nous en termes de médiatisation, de curseur, les autres équipes qui allaient se préparer. En fait on est arrivé au jeu, les équipes qui ont gagné 22-2 pendant 3 ans, on a failli perdre aux Jeux Olympiques parce que ces équipes là elles étaient prêtes en fait. Et c'était alors je pense que nous on n'était pas à notre niveau habituel, mais les autres équipes elles avaient aussi le curseur, donc en fait entre le gap où on est en haut et elle en bas, on s'est rejoints. Et en fait, alors on arrive quand même à faire une 4e place, un top 4, parce que c'était pas gagné, parce qu'on a vraiment eu des phases de poule très compliquées. Mais voilà, avec du recul, tu te dis qu'il y a des choses où on aurait... Mais après, tu vois, c'est un ensemble. En plus, c'était les Jeux Covid, donc comme on était alignés sur le 5-5, nous, personnellement, je trouve qu'on est arrivé trop tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'adapter au décalage horaire. J'avais commencé la compète. Ouais, d'accord. Donc, c'était trop tard. Compliqué, quoi. Ouais. Ah, bah oui, il aurait fallu... niveau, mais compliqué, parce que tu es sous adrénaline, tu sens pas tout ça. Je me rappelle, je me demande comment on fait. On a fait 5 jours avec 2 matchs par jour. On se couchait à 2h du matin avec le manger, les soins, le temps qu'on rentre du village et tout ça. Et tu te levais le lendemain, tu avais une nuit pas forcément complète, et tu faisais ça pendant 5 jours, mais c'est de l'adrénaline qui te tenait. Et puis en plus, on a vécu des moments compliqués, des moments de doute. Nous, en fait, moi j'avais attendu ça depuis tellement longtemps. On était passé par un TQO, il s'était passé plein de choses un peu en interne qui font qu'aujourd'hui c'était compliqué.
Tu vois, enfin, une fois qu'on y était, tu te dis, on y est, quoi. Ouais. Et ça va tellement vite. Et ça va tellement vite. Et en plus, tu te dis, on peut avoir des regrets parce qu'avec l'équipe qu'on avait, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais voilà, cette histoire, en fait, j'espère qu'elle me servira pour le futur. Elle me servira parce que j'ai fait les jeux, je sais ce qu'il ne faut pas refaire maintenant. Et donc, voilà, mon objectif, quand je suis sortie de Tokyo, je me suis dit... comment dire te remettre de ça et accuser le coup. Parce qu'en plus, je sais pas si tu as suivi ou pas, mais en demi-finale, il y a eu une injustice contre nous, une touche qui a été redonnée malgré la vidéo à l'adversaire. Je dis pas que ça aurait changé le cours du match, mais ça, plus ta 4e place, c'était vraiment dur. Puis tu te rappelles après les jours qui suivent que toi, tu n'as pas une médaille. Tu rentres en classe éco. Parce que les classes business, c'est accordé aux médaillés olympiques. Okay. Tu vas pas aux Champs-Élysées, tu n'as pas, entre guillemets, la reconnaissance. Enfin, tout te rappelle. Alors, entre guillemets, on a quand même tous des égos, les sportifs. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu y es sensible. Moi, j'y suis quand même moins. Mais ça te rappelle juste que tous les sports co ont fait une médaille, sauf toi. Alors, j'étais la première contente. En fait, ma manière à moi d'accuser le coup, c'était la semaine d'après, je me suis transformée en cheerleader de toutes les autres équipes, quoi. C'était ma manière à moi de passer à autre chose, en fait. Et donc, en fait, on arrive au championnat d'Europe, chez nous, à Paris. Donc forcément, encore très déçu de ce qui s'est passé. Hein. Tu es encore ravi, même quelques semaines après. Mais donc, au championnat d'Europe, on a clairement l'intention de faire une médaille chez nous. On avait quand même cette pression-là, parce que la fédération avait déployé les moyens pour accueillir la Coupe d'Europe et on se devait de faire un résultat. Un bon résultat, Et quand tu perds en demi-finale face à l'Espagne de manière cruelle, parce qu'on est né de 10 points, je ne comprends pas encore comment aujourd'hui on a pu perdre, tu vois. Et quand on a perdu, je me suis dit... Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu 1 mois et demi avant. C'est trop douloureux. Moi, je pars pas d'ici sans une médaille. Donc, moi, mentalement, j'ai switché. Alors, ça a été très dur et je sais pas comment ça s'est passé mais j'ai switché et j'ai dit... Et en fait, je me suis rappelé de la douleur de Tokyo et j'ai dit non, moi, je revis pas ça, pas à la maison, c'est pas possible. Puis, encore une fois, on a eu une préparation super compliquée. On avait un kiné qui est décédé pendant notre prépa. Donc ça a été dur. Notre équipe, elle a été changée. Donc il faut reprendre les automatismes, mine de rien. Il y a eu Bon bref, il y a eu plein de trucs qui font que c'était super dur. Et j'ai dit, je ne pars pas sans une médaille de bronze. Heureusement, on fait la différence sur la 3e place et on prive les Russes qui étaient vice-championnes olympiques de leur médaille. Alors bon, à choisir, j'aurais peut-être préféré être dans le... Bon bref, ça c'est autre chose. Mais l'histoire était comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que en fait, parce que du coup, si ça s'était pas passé comme tel au jeu, peut-être qu'on l'aurait perdu cette médaille de bronze. On le saura pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'a galvanisé. Je me dis non, il est hors de question que je revive cette 4e place. La douleur était encore un peu trop vive pour oui, pas cette se bouger médaille le au jour J, chocolat, la place du con, comme tu l'appelles comme tu veux, mais en tous les cas, tu n'as rien autour du cou. Tu regardes les autres célébrer et toi, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et du coup, voilà. Donc, en fait, cette défaite-là, elle m'a servi déjà pour ce championnat d'Europe et elle me servira pour toutes les échéances à venir. J'espère faire partie de l'équipe, c'est mon objectif. Je vais tout faire pour faire partie des équipes de France. Et ensuite, si j'y suis, mon objectif, c'est clairement faire la plus belle des médailles aux Jeux Olympiques parce que une médaille, mais la plus belle, parce qu'on a la maison, parce qu'aujourd'hui, on est championne du monde, donc ça t'autorise à te dire que c'est possible. Mais ça va être tellement dur qu'il va falloir faire plein de choses avant. Donc, mais voilà, ça, forcément ça t'anime et ça te servira forcément pour le futur. En tout cas, cette douleur-là, j'espère qu'elle sera porteuse. Un mot peut-être dans le lieu dans lequel on est, en tout cas Basketland de manière générale, parce que je crois que c'est quand même particulier, il y a une ambiance particulière ici. Toi, comment tu la vis, comment tu l'as vécu, parce que tu l'as dit, tu viens d'Annecy, et je disais tout à l'heure, tu as le numéro 74, c'est pas pour rien, parce que c'est le numéro du département de Haute-Savoie. Tu peux nous en parler de cette ambiance et de ce club ? Parce que c'est même l'impression, moi j'ai une amie donc que je salue, Louise Lespard, grâce à qui on fait cette interview aussi, parce qu'elle m'a recommandé de t'interviewer, et qui me disait non mais l'ambiance à Basketland, mais c'est la ville entière qui vibre pour le club, quoi. Non, il y a peu de clubs en France qui ont cette ferveur-là. Alors moi je suis passée par Charleville, c'est un peu le même schéma entre guillemets, le même modèle de club, c'est-à-dire un club qui essaie de garder ses valeurs familiales, qui a un grand VIP, beaucoup de partenariats privés plus que de collectivités. Aujourd'hui Basketland, on a un budget moins que Charleville, mais c'est un peu le même esprit dans le sens où ici
Voilà, on a beaucoup de partenariats privés et un peu moins de collectivités, enfin de subventions de collectivités pour faire vivre le club et pour budgétiser. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui est unique, et ça c'est encore mieux limite que Charleville pour le coup, c'est vraiment, il y a une ferveur ici, c'est plein, tout le temps. On n'a pas fait une super saison cette année, mais on était à guichet fermé tout le temps, et ça des semaines avant. Jamais vu ça. Et ici, voilà, avec la bandasse qui joue tout le temps, même quand c'est un peu plus mou, en fait, il y a toujours de l'ambiance. Ouais. Et par contre, quand ici, je pense que le public est un peu... ils ont tous, de près ou de loin, les Landais, j'ai l'impression qu'ils ont tous une histoire avec le basket. Donc il y a vraiment une ferveur ici pour le basket, et ça va au-delà de l'espace François Mitterrand. C'est-à-dire que moi, à Mont-de-Marsan, quand je me balade, il y a forcément des gens qui te reconnaissent et qui te font un sourire. Et tu sais pas du tout, tu les as vus, mais tu sais qu'ils sont venus à Mitterrand. Il y a vraiment, les gens suivent Basketland, les gens s'investissent et aiment ce club. On a la moitié de la salle, c'est des abonnés. J'ai jamais vu ça dans aucune autre salle. Ouais. Et alors, évidemment, quand les matchs chauds, ils poussent. Le public, il fait son signe. Mais en plus, le pire, c'est que c'est même pas qu'à Mitterrand. Quand ils vont à 200 à Tarbes, ils foutent un bordel pas possible. On a l'impression qu'on joue chez nous. Et ils sont même venus à Strasbourg en Coupe de France, un petit groupe. Enfin, ils sont fous. Les supporters sont fous. Ils sont fous, et c'est génial de jouer dans cette ambiance-là, parce que c'est une motivation supplémentaire pour pas les décevoir. Ouais. Donc quand tu es à la maison, ça te pousse. Ouais. Quand tu es adversaire, moi je suis persuadée que ça peut influencer un peu l'arbitrage quand ils gueulent et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, avant de signer ici à Basketland, c'est toujours un club qui m'a inspiré et qui m'a plu. Parce que quand je venais ici et que je voyais toute cette ferveur, alors moi, dans tous les cas, ça me galvanise. Que ce soit contre moi, ça me galvanise encore plus. Et quand c'est pour toi, c'est pour toi. T'as pas envie de décevoir les gens et ça te pousse. Mais de manière générale, je trouve que pour le basket féminin, le sport féminin et la ferveur qu'il y a ici, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, et c'est ce qui fait ce lieu unique en France. Et je pense qu'on est toutes les basketteuses de la Ligue, on est unanime pour dire qu'ici c'est chaud, quoi. Et c'est chaud de venir gagner, surtout. Tellement l'ambiance est le joueur fort, supplémentaire, quoi. C'est énorme, ça. Effectivement, on en avait beaucoup parlé, ça se ressent quand on parle. Non, c'est que ça a l'air fou. Puis on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Et moi, j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui me suivent depuis un moment. Et je leur ai toujours dit, il faut que vous veniez à Basketland. Et ils viennent. Et ils sont conquis, quoi. Ils disent, c'est incroyable, c'est plein, c'est le feu. Non, franchement, c'est top. Bon, je viendrai un jour, alors, parce que je suis pas encore venu, et je viendrai clairement vivre tout ça. Non, il faut venir, il faut venir. Alors, j'ai dit, cet épisode, il sera diffusé après la finale qui a lieu ce samedi. Comment tu l'abordes ? Comment on aborde une finale ? Une finale, c'est toujours un peu... Normalement, tout est un peu décuplé comme émotion, c'est-à-dire qu'on se concentre plus, on se prépare plus, parce que on a travaillé toute l'année pour ce genre d'événement, et des fois on a la chance d'en vivre, mais des fois on n'a pas la chance de le faire. Donc se rappeler aussi qu'on est chanceuse d'être là où on en est, et puis maintenant qu'on a fait le plus dur, c'est pas pour s'effondrer. Donc ce qui est important pour nous, c'est de mettre l'intensité et d'aller chercher cette médaille, cette victoire. Et on dit toujours, une finale ça se joue pas, ça se gagne, et c'est vrai, parce que quand tu perds, c'est triste, quoi, pour l'avoir tout simplement. C'est triste, mais voilà. Donc on l'a fait l'année dernière. Avec nos saisons, en plus, elle est compliquée. Donc avoir ce luxe, entre guillemets, de s'offrir une chance de défendre notre titre, je pense que c'est quand même aussi montrer le caractère de notre équipe, même si c'est comme ça. On n'a jamais rien lâché cette saison, et pourtant on aurait pu le faire plus d'une fois. Même à l'intérieur d'un match où on est à -20, on arrive à gagner quand même, où on revient. Enfin, tu vois, on se laisse pas abattre. Avec le début de saison aussi compliqué, où on commence avec 9 défaites, on est arrivé à la trêve de novembre, on n'a pas gagné un match, on est dernière. Voilà, on se rappelle aussi d'où on vient pour arriver à jouer à cette finale. Donc forcément, moi je pense, en tout cas moi je l'aborde comme c'est que du bonus. C'est que du bonus, c'est que du plaisir. J'ai la chance de pouvoir vivre ces moments-là, il faut que j'en profite à fond. Et après, à partir du moment où tu prends du plaisir, la performance vient derrière. Et je pense qu'on est toutes motivées pour faire quelque chose, et on peut pas décevoir aussi notre public qui va encore nous suivre et qui ça va être encore plein. Un train à fréter pour ça. Aller à Bercy. 2 trains même cette fois, ils sont que pour nous. C'est vrai. C'est énorme. Okay, je crois qu'il y a eu 750 places vendues par pack de train, donc on a 1000 places dans le train, 750 personnes. Mais les 1000 places ont été vendues, donc il y a des gens aussi qui viennent d'ailleurs et qui viennent profiter, qui prennent pas le train, dont par exemple ma famille. Donc voilà. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Après, il faut qu'on mette les ingrédients pour. On sait que Lyon, ça va être une superbe équipe. Voilà, ils ont déroulé face à Galatasaray. Et on sait que si jamais on les laisse s'installer, prendre confiance dans ce qu'elles aiment faire, ça va être vraiment compliqué pour nous.
Parce que voilà, aujourd'hui, on est tellement incertaine dans notre jeu qu'il faut absolument qu'on leur rentre dedans au début pour leur montrer qu'on est là et que ça va être un match en jeu. Et je pense que tout le monde est d'accord pour que ce soit une finale serrée, sinon c'est nul, quoi. Clairement. On s'embête. C'est quoi le Graal pour toi en tant que basketteuse pro, comme victoire? C'est les Jeux? Ouais. Une médaille olympique, championne olympique, ce serait pour moi, ce serait la plus prestigieuse des compétitions et le plus beau titre que je peux avoir. Après, championne du monde, c'est sympa aussi, hein. On va pas se mentir, mais les Jeux, c'est autre chose. C'est vraiment l'événement interplanétaire. C'est tout le monde est focus sur ça. C'est tous les 4 ans. Puis quand tu vois la machine de guerre que c'est en termes de médiatisation, en termes d'organisation, en termes de niveau, je pense que c'est la compétition la plus prestigieuse. Et pour avoir vécu les deux, voilà, les Jeux Olympiques, c'est pas du tout un championnat du monde. C'est beaucoup plus dur encore. Et en plus, c'est à la maison. On a la chance d'être des athlètes éligibles pour vivre des Jeux à la maison, ça arrive une fois par siècle. Ce serait énorme. Donc non, franchement, si on fait quelque chose à Paris, ça restera, je pense, la meilleure chose qui m'est soit arrivée de toute ma carrière. Voilà, donc si j'aimerais pouvoir dire un jour à mes enfants, maman elle est championne olympique à la maison, ce serait incroyable. Ou elle a une médaille olympique à la maison. Non, c'est vraiment quelque chose. Au final, j'ai été récompensée sur pas mal de compétitions. Pas encore sur les Jeux, donc c'est forcément la target que je vais suivre. Après, voilà, j'ai pas de médaille en Euroleague ni en Eurocup, donc ça pourrait être un objectif supplémentaire avec les clubs. Mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France, c'est la target, c'est les Jeux, ça c'est sûr. Trop cool. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Je demande toujours, j'ai mes 2 questions de fin. Quel conseil tu aimerais donner à celles et ceux qui ont une passion, qui ont une envie? Et tu vois, les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants. Parce que pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Faire du basket à haut niveau, c'est entreprendre aussi. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour que les personnes puissent transformer un peu leur passion en métier ou en activité, en tout cas? Moi, j'aurais envie de leur dire que à tous ces gens qui sont passionnés, de se rendre compte de la chance qu'ils ont, d'avoir trouvé quelque chose qui les anime et qui les fait vivre et qui les pousse à se dépasser, je sais pas, un artiste à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il va peindre, au monsieur qui est champion du monde d'ouverture d'huîtres, c'est quelque chose qui doit l'animer, de se dire de s'entraîner, il organise sa vie autour de ça certainement, et je trouve ça super beau en fait, parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui, avec le contexte aussi compliqué qu'il y a, qui galèrent en fait et qui sont pas heureux aussi. Et donc moi je pars du principe que si on a trouvé quelque chose qui nous anime, c'est qu'on est passionné et qu'on peut être heureux dans ça. Et donc il faut jamais rien lâcher. Que quoi qu'il arrive, même si on n'en vit pas, il faut pas lâcher parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre équilibre et qui nous permet de nous évader et d'avoir aujourd'hui d'avoir ce sentiment d'appartenance, d'avoir une raison pour lequel vivre et pour lequel se dépasser, en plus des proches et de la famille qui sont des choses indéniables de tout ça, mais d'avoir quelque chose qui nous passionne, nous, il faut jamais le lâcher. Si tu as quelque chose qui te plaît, continue en ce sens. Après, évidemment, si tu peux en vivre, c'est encore mieux. Parce que ça, c'est vraiment une chance incroyable. Et aujourd'hui, je m'estime hyper chanceuse de pouvoir gagner ma vie en faisant du basket. Mais si c'est pas quelque chose qui te fait gagner ta vie, ou en tout cas que ça peut le devenir, construis ce projet, nourris-le. Et si c'est pas quelque chose qui pourra jamais être rémunéré, mais juste continue, parce que ce que tu vas faire, ça va te permettre d'être bien et d'être contagieux du bien-être avec tes proches, avec les autres, et montrer à d'autres personnes qui peut-être vont avoir la même passion que toi que c'est possible en fait. Voilà, d'inspirer et de... Donc vraiment, si tu as une passion, surtout la lâche pas. C'est le seul conseil que je peux donner. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ce qui m'anime au quotidien, c'est d'être la meilleure version de moi-même. D'être la meilleure version de moi-même pour moi, pour les autres. Et ce qui m'anime, moi, c'est les petits bonheurs du quotidien. En fait, apprendre à aimer ce qu'on a, mettre tout en œuvre pour essayer de chercher ce qu'on veut. Mais voilà, et surtout partager ça avec le plus de monde que tu peux. Parce qu'en fait, quand tout s'arrêtera... ce qui restera de toi, c'est ce que tu auras partagé et pas ce que tu auras gagné ou ce que tu auras fait. Voilà, donc c'est... En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire ce que je fais, à être ce que je suis. Dans tous les cas, je me sentirais pas bien si je faisais pas ça. Donc
autant me sentir bien, quoi, tout simplement. Ouais, tout simplement. Un énorme merde pour toutes les compétitions qui arrivent et surtout celle de samedi, mais on aura la réponse quand l'épisode sortira. Et puis je viendrai un jour, je le promets, venir ici pour sentir l'impression d'être dans un chaudron ici, c'est comme le fameux chaudron, c'est à Toulouse si je dis pas de bêtises. Bref, venir vivre ça, vraiment. Et j'invite toutes les personnes à venir le vivre aussi. À très bientôt, merci. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. La très très bonne nouvelle, c'est que l'équipe landaise est de nouveau championne de France. Les coéquipières de Marie-Ève Paget ont sorti un gros match pour gagner la coupe 71-64 face à Lyon, à Bercy dans une ambiance de feu. Marie-Ève est l'exemple parfait d'une passionnée qui donne tout pour y arriver et pense uniquement à son sport, à la meilleure manière de performer et à ramener la coupe à la maison. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, faites du sport et prenez soin de vous. À très vite.